I welcome Bonjour you. tout le monde. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur un sujet très intéressant qui est celui de l'information séquentielle numérique. We will Aujourd'hui, talk about and discuss about the nous interplay allons between parler open science de and la relation entre la data, science, l'accès ouvert à la including science, the aux données, terms and conditions y compris les termes et and conditions options for de l'accès tracing aux banques de données, les ISI. options pour le traçage de l'utilisation de l'ISN. This is C'est un titre très long pour ce séminaire as parce you que c'est probably justement un know, this sujet is very très important. important. Et comme vous le savez, toutes ces questions sont liées les unes aux autres. Et j'espère que nous allons pouvoir Today, avoir une discussion très before intéressante I à ce go sujet. into so again, I like to welcome you. My name is Hartmut Donc, à nouveau, je Meyer. voudrais vous I souhaiter la am bienvenue. Je m'appelle Hartmut Meyer et je suis le chef d'équipe de l'initiation de l'APA, basée en Allemagne, very nice au afternoon. sein de la GIZ. Et je voudrais vous dire que j'espère que vous vous portez tous bien. Et pour ceux qui sont nouveaux venus à ces webinaires sur l'ISN, je voudrais vous donner quelques informations de fond sur nos activités en termes de l'ISN qui ont été rendues possibles grâce à un programme de coopération environnementale entre la Norvège et l'Afrique du Sud qui nous apportent leur appui dans notre travail sur l'APS. La première série de publications de webinaires et le dialogue mondial sur l'ISN se sont tenus depuis déjà 2 ans. Ils ont permis de réunir de très nombreux experts gouvernementaux, des parties prenantes, des représentants des peuples autochtones et des communautés locales. Et ceci a permis un échange d'informations sur l'ISN pendant la première réunion virtuelle du groupe de travail à composition ouverte sur le travail à effectuer sur le cadre mondial de la biodiversité qui s'est tenu récemment. Ce groupe de travail est parvenu à des conclusions qu'il devrait y avoir un processus intersessionnel officiel d'ici à la prochaine réunion présentielle du groupe de travail au mois de janvier l'année prochaine en Suisse. Et ce processus intersessionnel voudra dire d'autres contributions et analyse des approches de politique, des options et des modalités dont nous allons parler maintenant. Ce webinaire, ainsi que d'autres qui suivront, ainsi que d'autres réunions, font partie de ce processus intersessionnel et nous avons décidé de nous concentrer sur les points de divergence dans ce débat sur l'ISN et le choix des sujets à traiter appartient aux co-dirigeants du groupe de contact sur l'ISN, du groupe de travail à composition ouverte, comme vous pouvez le voir. Vous avez le lien en bas de l'écran. Il s'agit du site de la CDB qui vous présente les résultats de la première réunion virtuelle du groupe de travail. Alors, ceci étant, je voudrais donner la parole maintenant à notre premier orateur. Nous avons parlé des co-dirigeants de ce groupe de travail, le groupe de contact plutôt. Il s'agit du représentant de la Norvège et du représentant du gouvernement de l'Afrique du Sud. Nous allons entendre pour commencer un aperçu général de la situation dans laquelle se trouve le processus de négociation. C'est Gauten qui va s'en charger. Gaut, pardon. Merci Hartmut. J'espère qu'on m'entend. Alors, je vous souhaite moi aussi à tous la bienvenue pendant la première partie de la troisième réunion du groupe de travail à composition Europe sur le cadre mondial de la biodiversité qui s'est tenu
jusqu'au 3 septembre 2021, les deux co-présidents ont établi un groupe consultatif informel sur l'ISN des ressources génétiques qui serait dirigé par Laetitia et Loïc du groupe de contact et moi-même. L'objectif de ce groupe consultatif est de donner des conseils et des rétro-informations aux coprésidents et au secrétaire exécutif sur la discussion sur l'ISN, sur les ressources génétiques en préparation de la 3e réunion qui devrait se tenir au mois de janvier à Genève, en Suisse. Je crois que vous avez reçu une notification récemment au sujet de cette réunion avec des dates précises. Et ceci est important. Si vous avez bien suivi la première partie de la COP 15 et le segment à haut niveau depuis 2 jours, vous aurez pu remarquer qu'on a beaucoup mis l'accent sur l'ISN. Donc, il est très important de résoudre les questions qui se posent. Le groupe consultatif informel est là pour donner des conseils et des informations aux coprésidents et au groupe de travail à composition ouverte sur, pour commencer, l'évaluation des conséquences des différentes approches politiques, options et modalités pour le partage des avantages suite à l'utilisation de l'ISN sur les ressources génétiques. Deuxièmement, les zones de convergence et de divergence sur la part du résumé qui sera présenté par les coprésidents, et puis aussi les questions qui demandent un examen supplémentaire à faire pendant la période intersessionnelle des réunions du groupe de travail de la composition ouverte et de la deuxième partie de la conférence des parties. La raison en est que le temps nous est très compté et voilà pourquoi il y aura besoin de faire un travail supplémentaire en attendant la deuxième partie de la COP en avril ou mai. Le groupe va examiner les contributions éventuelles comme des études, des dialogues, des points de vue qui pourraient parvenir des activités formelles et informelles sur la question de l'ISN. Le groupe a tenu 2 réunions et nous en aurons 2 de plus et nos rapports seront soumis aux coprésidents et il faudra qu'ils soient prêts d'ici à la mi-novembre. Donc, nous avons très peu de temps. Le séminaire d'aujourd'hui sera aussi très utile à notre groupe parce que beaucoup des membres y participent aujourd'hui, qui sont membres du groupe de travail. Mais aussi, il y a le fait que ce séminaire attire beaucoup d'autres parties prenantes qui peuvent également donner leur point de vue sur le libre accès, etc., et participer au débat plus général. Je vous souhaite un excellent webinaire et je vous remercie. Je remercie l'initiative de l'APA de l'avoir organisé. Merci beaucoup. Je vous remercie de ces paroles. Et maintenant, je vais vous présenter l'ordre du jour pour que tout le monde sache comment va être structuré le webinaire. Comme je l'ai dit, vous avez tous ces sujets qui sont généraux, mais aussi liés les uns aux autres. Et voilà pourquoi nous avons choisi. Et pour commencer, nous entendrons 2 présentations sur l'accès libre. On vous parlera des bases de données, des relations, des recommandations de l'UNESCO, et puis aussi, on vous parlera des termes et conditions qui s'appliquent dans le cas de différentes bases de données. Et il n'y a pas que les bases de données sur l'ISN, il s'agit aussi
de bases de données sur la biodiversité d'une façon générale. Il est important de le dire parce que toutes ces bases de données pourraient éventuellement être utilisées dans nos travaux à l'avenir. Nous aurons une deuxième partie qui sera une table ronde qui permettra plus de discussions de la part des experts pour voir comment ces termes et conditions pourraient s'appliquer aux différents systèmes d'utilisation de l'ISN. Maintenant, je voudrais donner la parole à nos deux premiers orateurs. C'est Paul Oldham de l'Université de Manchester et puis Anna Passage de l'UNESCO. Elle est responsable de la politique de la science et de partenariat scientifique dans le département du renforcement des capacités. Ils nous parleront brièvement des tendances dans l'accès ouvert aux bases de données. Paul, pour commencer, et puis après, je donnerai la parole à Madame Persic. Merci beaucoup. Merci, Ahmed. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu général des caractéristiques principales de l'accès ouvert pour avoir un accès ouvert à la science dont Anna Persic vous parlera. Depuis 30 à 40 ans, on a vu une tendance à l'ouverture. Et je vais vous dire en quoi elle concerne. Ceci permet une utilisation libre des logiciels, des vidéos, des photos, des articles dans des conditions qui sont le libre accès. Il y a cependant quelques termes et conditions qui s'appliquent. Si on regarde la situation plus générale, il y a deux tendances. Il y en a d'autres aussi, mais nous allons nous intéresser aux logiciels, aux données et puis aux publications scientifiques. Et ces tendances font partie du concept le plus général du libre accès à la science. Alors, cette tendance à l'ouverture est possible grâce à un certain nombre d'outils. Vous avez une boîte à outils complètement libre. Par exemple, la mobilisation par les communautés, les auteurs, les programmateurs, les scientifiques, les taxonomes, les populations locales et autochtones, et puis aussi les déclarations, les principes et définitions qui concernent cet accès ouvert. Nous avons aussi l'utilisation de licences standards, quelquefois des exceptions par rapport à l'accès aux droits pour faciliter le partage, et puis des bases de données qui permettent de regrouper des informations avec des termes et conditions d'accès et d'utilisation. Il y a aussi les mobilisations par les agences de financement, les coalitions, par exemple, qui existent, et puis la mobilisation par les responsables politiques concernant l'accès ouvert. Nous avons aussi la recommandation ou le projet de recommandation de l'UNESCO. Alors, pour commencer, les logiciels, ce qui nous permet de caractériser l'ouverture. Ici, vous avez GitHub. Vous ne savez sans doute pas de quoi il s'agit, mais c'est là où vont les programmateurs qui veulent stocker, partager et collaborer à la mise au point de logiciels que vous allez utiliser à un moment ou à un autre. Il y a 65 millions d'utilisateurs inscrits. Beaucoup d'entre eux travaillent pour d'énormes sociétés qui s'occupent de faire des logiciels, comme GitHub. Alors, dès 1985, on a eu l'ouverture de l'accès à ce genre de logiciel. Alors, les conditions, c'est je vais partager mon code source à condition que si vous faites des modifications à ce code source, à ce moment-là, vous devez le partager aussi aux mêmes conditions que celles de ma licence.
Alors, ceci introduit un partage obligé, si je puis dire. On utilise les droits d'auteur pour imposer une obligation à l'utilisateur de partager aux mêmes conditions. Et ceci a été une grande réussite pour créer une communauté des développeurs de logiciels. Mais ce n'était pas suffisamment souple pour les nouvelles formes de travail. Et en 1995, on a mis en place une définition de l'accès ouvert pour qu'on puisse avoir une base sur laquelle s'appuyer. Alors, il y a cette définition de la source ouverte qui est très importante parce qu'elle met en place 10 critères qui doivent être respectés pour qu'on puisse utiliser ce terme de libre accès. Alors, vous les avez dénumérés ici sur une page séparée qui montre que la communauté des développeurs de logiciels peuvent utiliser ces licences, sachant exactement quels sont les critères d'accès ouvert. Alors, on essaie bien sûr de suivre la tendance qui évolue très vite. Vous voyez ici ce qui se passe sur GitHub. Vous voyez les différents éléments. Vous avez la licence de partage ouvert, par exemple, et on peut utiliser les données sur les licences pour avoir des indicateurs sur les tendances qui se présentent. Ici, vous pouvez voir les différents dépositaires. Ici, c'est le secrétariat de la CDB qui est répositaire pour un certain nombre de logiciels. Et il y a d'ailleurs de très bons programmateurs au secrétariat de la CDB qui s'occupent de tout cela. Et c'est un code qui est disponible ici dans le cadre de la licence MIT. Si vous êtes une société ou quelqu'un qui est un développeur de software, alors vous pouvez utiliser différents types de licences et vous pouvez examiner à chaque fois les termes et conditions et voir si vous satisfaisez ces critères ou pas. Et ensuite, vous pouvez les utiliser pour faire évoluer le code source. Voilà une petite introduction à cet accès ouvert au logiciel. Ensuite, deuxième concept, la génomique. La génomique. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est le projet du génome humain qui a complètement révolutionné le partage des données sur le génome humain. Avant le projet, les données étaient partagées au moment des publications, mais Sir John Stoltens et d'autres ont changé la cible pour viser une publication rapide dans le domaine public permettant le partage des résultats. Et comme on peut le voir, vous avez le principe de Bermude de 96 et vous avez là une image du premier projet de texte. Et puis, vous avez la publication et puis la publication dans le domaine public pour pouvoir utiliser au maximum les avantages de ces découvertes. Et puis, vous avez les institutions de financement qui, bien sûr, doivent encourager le processus. Et c'est ce qui s'est produit en 2003. Il y a une réunion des institutions de financement qui s'est mis d'accord sur l'accord de Fort Lauderdale pour donner forme à ce projet d'accès aux autres génomes que le génome humain. Alors, dans le cadre de la définition de la source libre, est-ce qu'on a un seul modèle pour le partage ou est-ce qu'il en faut d'autres
pour satisfaire tous les besoins parce que chacun a des points forts et des points faibles. Dans le cadre de l'accord sur la grippe aviaire et le partage des connaissances sur ce sujet, on a trouvé une solution en 2008 qui a été la création d'une plateforme de partage des données sur le séquençage des coronavirus financée par le gouvernement de l'Allemagne. Et ceci nous a permis de mettre en place différents besoins, par exemple l'enregistrement, les termes et conditions d'utilisation des bases de données, en particulier la reconnaissance de ceux qui ont contribué aux données, et puis des efforts qui doivent être faits pour collaborer, et puis un certain nombre d'autres conditions dont on parlera plus après. Alors, pendant la pandémie de la COVID, c'est devenu la plateforme la plus importante pour partager les données de séquençage de la COVID-19. Il y a eu plus d'1 million de séquences qui ont été partagées venant de chercheurs en Europe, en Amérique du Nord et partout dans le monde aussi. Alors, ce qu'on peut voir également dans le cadre de la génomique, c'est des tensions qui peuvent exister entre les différents modèles de partage. Et vous avez, depuis plusieurs mois, dans le journal Nature, des articles qui sont sortis en faveur d'un partage complètement ouvert comme étant le meilleur moyen de faire face à la menace que représente la pandémie. Et d'autre part, il y a d'autres auteurs qui montrent que, en l'absence d'un accord sur l'accès aux données, eh bien, il n'y aura pas de possibilité de partage des données de séquençage. Alors, le message qui ressort, c'est qu'il y a des points forts et des points faibles pour chacun des modèles de partage des données. Il est important d'essayer de tenir compte de ce fait. Et très brièvement, je voudrais maintenant parler de l'accès libre aux publications. Ici, c'est une réaction, on peut le dire, au contrôle sur les droits d'auteur par rapport à l'intérêt de la science. Et ce qui est important ici, c'est les licences Creative Commons, comme en 2002, qui a donné différents choix. Il y a eu différentes déclarations visant à définir l'ouverture en 2003, par exemple, et puis aussi les institutions de financement qui ont demandé un accès ouvert avec différents types de licences pour faire tomber les coûts, comme Coalition S, qui a été créée en 2018 à l'initiative du Conseil européen de la recherche. Autre caractéristique, la possibilité de faire des choix. Quand vous mettez à disposition vos travaux, vous pouvez choisir une licence avec des termes particuliers, une licence qui peut être examinée pour voir si elle correspond aux besoins. Il y a 6 types de licences qui existent. Il y a CC0 qui n'est pas une licence, mais qui est simplement une exemption des droits de mettre à disposition du grand public vos travaux. Le travail qui a été fait récemment concerne une cartographie des tendances pour les différentes publications. Journal publications in the top graph where we see that journal articles. Vous voyez le nombre de publications qui ont été faites en libre accès, qui sont devenues plus nombreuses que les publications en accès limité. Vous voyez donc la mention CCBY est la plus populaire et la deuxième est la CCBYNC à des fins non commerciales.
Alors, ici, maintenant, je vais passer à la conclusion de cette présentation. L'ouverture signifie qu'il faut mettre en place des conditions propices pour permettre aux gens de partager les ressources. Il est important, bien sûr, de reconnaître les forces et les faiblesses des différents modes de partage. Normalement, on a besoin de plus d'une option. Et puis également, le Open Toolkit suggère que différents éléments à travers les trois domaines. Et les trois domaines que nous avons abordés convergent vers cette notion de science ouverte. Le débat actuel au niveau de l'UNESCO, c'est donc le couronnement d'efforts qui ont eu lieu pour pouvoir établir un consensus et un soutien à la notion de science ouverte. Merci beaucoup pour cette présentation. Et sans transition, nous allons passer à la présentation qui sera faite par Anna Persky, qui va nous parler de la recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup à Paul pour cette présentation introductive qui est très intéressante, qui nous donne un aperçu de discussions en cours ainsi que le chemin qui a été parcouru en matière d'ouverture de la science. Je vais partager mon écran. Je vais donc vous donner un survol de la situation actuelle concernant la recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte. Et je voudrais d'abord expliquer pourquoi la science ouverte au niveau de l'UNESCO. Comme Paul vient de le dire, cette idée au niveau des membres et du secrétariat, la science ouverte a le potentiel de rendre le processus scientifique plus transparent, plus inclusif et démocratique. Donc ici, il s'agit de l'ouverture de l'ensemble du processus scientifique. La science ouverte est également reconnue de plus en plus comme un accélérateur de la mise en œuvre et de la réalisation des ODD. Et également, l'autre raison qui motive l'UNESCO est qu'elle représente un grand potentiel pour changer la situation et combler les retards en termes de technologie, de science et d'innovation. Voilà donc le contexte de cette notion de science ouverte. La science ouverte fait l'objet d'un débat depuis plusieurs années au niveau des différents programmes sur le partage d'informations entre différents pays et différents chercheurs, également à travers les programmes d'éthique en matière scientifique. Donc, il y a un mouvement vers la mise en place d'instruments normatifs sur la science ouverte et d'autres moyens d'ouverture, notamment comme la stratégie de l'UNESCO sur l'accès ouvert à l'information scientifique en 2011, et puis la recommandation sur les chercheurs scientifiques et la science en 2017, qui parle déjà de la science ouverte, et puis la recommandation sur les ressources éducatives ouvertes de 2019. Et puis, on a constaté qu'il y a de plus en plus d'initiatives dans différentes communautés, dans différentes parties du monde, sur la science ouverte. Et les membres se sont rendus compte qu'il était nécessaire d'avoir un cadre de politique sur cette notion de science ouverte. Et avec donc toutes ces initiatives à travers le monde, il était nécessaire d'avoir un cadre politique à l'échelle mondiale. Donc, il y a
eu donc des discussions, une étude préliminaire sur les aspects techniques, financiers et juridiques sur la nécessité d'une recommandation. Et en 2019, la conférence générale de l'UNESCO a décidé donc d'élaborer un projet de recommandation sur une science ouverte. Donc l'UNESCO, en tant qu'agence de l'ONU qui est en charge de la science, de l'éducation et des technologies, était donc chargée d'élaborer ce projet de recommandation. Alors, il s'agit des recommandations de l'UNESCO sont des instruments juridiques qui sont décidés au cours des conférences générales et qui énoncent les principes et les normes pour la réglementation internationale, ainsi que des questions différentes et invitent les États membres à prendre des mesures nécessaires pour se conformer aux pratiques constitutionnelles de chaque État. Donc, il s'agit d'un instrument juridique qui jouit donc de haut niveau en termes politiques et qui doit bien sûr s'aligner sur les pratiques constitutionnelles des différents États. Alors, s'agissant du processus d'élaboration de ce texte, devait être consultatif, transparent et inclusif. Et l'idée ici était d'avoir autant d'interactions que possible avec différentes communautés qui travaillent sur ce processus de science ouverte et veiller à ce que les défis et les opportunités des différentes parties du monde et différentes disciplines scientifiques soient prises en compte. Dans l'élaboration du premier texte de la recommandation qui date de septembre 2020, il y a eu donc une enquête mondiale, il y a eu des consultations à l'échelle mondiale avec différentes parties prenantes et différentes communautés scientifiques pour comprendre leur position et quelles sont les convergences et les divergences entre ces différentes communautés. Le processus d'élaboration du premier projet a été également sous la direction du comité consultatif sur la science ouverte de l'UNESCO, ainsi qu'avec le partenariat des différentes parties du monde. Le premier projet a été donc produit en septembre 2020, le deuxième projet en mars 2021, en prenant en compte les commentaires des 40 États membres et d'autres parties prenantes. Et le projet révisé a été soumis aux États membres le 30 mars 2021, a été négocié par la réunion du comité spécial intergouvernemental des experts techniques et juridiques. Donc, les États ont désigné leurs experts qui ont négocié ce projet de texte. Et après une série de négociations très intéressantes qui ont eu lieu en ligne, qui ont rassemblé plus de 100 pays et plus de 65 observateurs. Donc, le texte négocié et révisé a été adopté par ce comité spécial. Et maintenant, le texte révisé sera soumis à la conférence générale qui se tiendra en novembre de cette année et qui devra adopter ce projet de recommandation. Alors, pour entrer plus ou moins dans le texte de ce projet de recommandation, l'objectif est de donner un cadre international pour une politique et une pratique de la science ouverte
en reconnaissant les différences disciplinaires et régionales et contribuer à réduire les écarts en matière numérique, technologique et des connaissances. Une autre partie importante est que pour la première fois, il y a une définition commune des valeurs et des principes partagés, ainsi qu'une série d'actions qui sont propices à une opérationnalisation juste et équitable de la science ouverte. Alors, pour revenir à ce que Paul a dit, la définition de la science ouverte dans le projet de recommandation actuel est une décision large qui comprend l'accès aux connaissances, mais qui va au-delà de ce niveau. Il s'agit donc d'une notion inclusive qui rassemble différents mouvements et pratiques pour favoriser la collaboration et le partage d'informations. Et ouvre également le processus de création de connaissances scientifiques, évaluation et communication au-delà de la communauté scientifique traditionnelle. Donc, la science doit s'ouvrir vers ou sur la société. Ce projet également définit des piliers qui rassemblent différentes communautés, différents éléments. Nous avons la connaissance scientifique ouverte, publication ouverte, ressources ouvertes, code source ouvert, ainsi que les infrastructures virtuelles et physiques et l'engagement avec différents acteurs. Donc, c'est la partie de la collaboration ou de l'engagement avec les sociétés, et les scientifiques, ainsi que les autres actions. Également, dialogue ouvert avec les systèmes de connaissances, y compris les populations autochtones et communautés locales. Donc, c'est une présentation large de la science ouverte. Un autre point important du projet de recommandation qui est au cœur de ce projet, ce sont les valeurs et les principes, la qualité, intégrité, avantages collectifs, équité et justice, diversité, inclusivité. Et puis les principes, il y a la transparence, la productibilité, l'égalité des chances, la responsabilité, la collaboration, la flexibilité et la durabilité. Donc, il y a l'objectif ici est de centrer toutes les pratiques en matière de sciences ouvertes. Il y a d'autres domaines d'action, en commençant par la promotion d'une compréhension commune de la science ouverte et de ses pratiques, mettre en place un environnement de politique propice, et puis investir dans les ressources humaines, donc dans le cadre du renforcement des capacités pour le partage d'informations, et puis investir dans les infrastructures et les services, promouvoir la coopération, promouvoir les approches innovatives et puis encourager une culture de sciences ouverte. Alors, pour se focaliser un peu sur les connaissances scientifiques ouvertes qui sont au centre de ce dialogue, nous l'avons dessiné comme les publications scientifiques, données de recherche, métadonnées, les ressources éducatives ouvertes, et logiciels et codes de sources qui sont disponibles dans le domaine public et ou sous licence et pouvant bénéficier d'un accès libre ou bien réutilisé et adapté. Donc, cette définition capte bien l'idée d'ouverture. Alors, s'agissant des données de recherche ouvertes, elles sont définies comme des données qui comprennent les données analogues et numériques,
les métadonnées, les codes sources qui peuvent être ouvertes, utilisées et redistribuées par qui que ce soit à condition que cette personne les cite. Bien sûr, il y a également le principe de FAIR qui est facile à trouver, inopérable, interopérable et réutilisable. Et toutefois, la recommandation prévoit également que l'accès aux connaissances scientifiques doit être aussi ouvert que possible, mais il y a certaines restrictions d'accès qui peuvent être appliquées et qui doivent être proportionnelles et justifiées. Donc, la recommandation reconnaît qu'il y a des moments où il doit y avoir protection de données ou une restriction à l'accès, notamment pour ce qui concerne la protection des droits humains et la vie privée. À l'article 8 également, pour ces données, ces codes qui ne sont pas accessibles ou réutilisables, ils peuvent être partagés entre certains utilisateurs selon les critères qui ont été fixés par les instances habilitées. Mais les restrictions peuvent aussi également changer et permettre aux données d'être accessibles ou poser d'autres restrictions. Pour revenir à ce que Paul a dit, il doit y avoir une certaine souplesse en fonction des données, en fonction des secteurs et comment ces principes et valeurs de la science ouverte sont applicables de façon équitable. Très rapidement, pour ce qui concerne le dialogue ouvert avec d'autres systèmes de connaissances qui font également l'objet de ce webinaire, comme je l'ai dit, la reconnaissance de ce dialogue ouvert étant des piliers de la science ouverte et vise la promotion de l'inclusion des connaissances des populations autochtones, à renforcer la complémentarité et conformément au respect des droits humains. Très rapidement, s'agissant des valeurs et des principes qui sont intéressants et qui sont pertinents en termes de notre webinaire, il y a la valeur notamment de l'équité et de la justice qui est au cœur de ce projet. Les membres et également le principe de flexibilité. Donc, les membres sont convaincus qu'il y a plusieurs systèmes, plusieurs acteurs à travers le monde et le caractère des technologies avance très rapidement, comme nous le savons. Donc, il n'y a pas d'approche universelle à la science ouverte. Donc, il faut qu'il y ait certaines flexibilités inhérentes quant à la façon dont ces différents acteurs pratiquent l'ouverture tout en respectant les valeurs fondamentales. Mais il y a donc ce principe de flexibilité qui est très important, surtout au niveau de la mise en œuvre. Très rapidement, je ne vais pas entrer dans tous ces défis. Donc, il y a eu des discussions pendant les consultations et les négociations sur différents défis qui peuvent surgir dans la mise en œuvre de la science ouverte ou pendant la transition. Et les recommandations soulignent un certain nombre d'actions pour éviter certaines actions ou différentes pratiques comme les comportements prédateurs, la migration de données, etc. Donc, l'idée ici d'être réaliste quant aux avantages de la science ouverte, mais aussi en tenant compte les différents défis. Alors, pour conclure, quant aux prochaines étapes, comme je l'ai dit,
le projet de recommandation sera adopté en novembre 2021 lors de la prochaine réunion de la conférence générale. Il y a aussi donc la phase de mise en œuvre et un système de suivi et évaluation en retour d'informations tous les 4 ans. Donc, il faut un cadre de suivi pour ce qui est du compte-rendu par les États membres quant à la mise en œuvre de cette recommandation. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Anna. C'est un exposé très intéressant sur ce projet de recommandation. Bon, qui ne rentre pas directement dans le cadre de la CBD, mais qui est important dans le cadre de nos discussions. Je vais maintenant inviter le prochain communicateur. Donc, nous avons d'autres exposés sur la science ouverte et l'accès ouvert. Et nous allons entrer plus en détail s'agissant des banques de données en termes d'ISN et les termes et les conditions des différentes bases de données. Nous allons commencer par un aperçu, donc un résumé des différentes caractéristiques des différentes banques de données qui sera présenté par Judith Lensen. Et puis, nous avons avec nous d'autres communicateurs qui vont aborder différents aspects des banques de données, en commençant par Guy Cochrane, qui va nous présenter la base de données INSDC, ainsi que Tim Fish. Donc, j'invite nos panélistes qui vont d'abord faire de courts exposés et nous allons commencer cette section par la présentation de Judith Lensen. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous donner un aperçu des termes et conditions des différentes banques de données sur lesquelles j'ai fait des recherches. Je vais également aborder les objectifs de ces différentes bases de données. L'INSDC vise à permettre aux chercheurs à planifier leur expérience et analyser les banques de données. Et comme vous le savez, elle est constituée par 3 banques de données, banques de données européennes, américaines et japonaises. Pour ce qui est et puis il y a le GBIF, qui est la plus grande banque de données sur les questions de biodiversité, les données de biodiversité. Il y a également un PIP de l'OMS qui travaille dont l'objectif est d'améliorer la préparation et la réponse en cas de grippe pandémique. Et puis, il y a GSAID, Paul l'a déjà évoqué, je ne vais pas m'appesantir. Pour ce qui est des termes et conditions de ces banques de données, je vais notamment parler des données, des contributeurs, des utilisateurs, termes et conditions d'accès, d'utilisation et partage. Pour INSDC, il s'agit notamment de l'information sur les séquences génomiques.
Et le volume de données s'évalue en termes de pétaoctets. Pour ce qui est des contributeurs, pour l'INSD, c'est tous les scientifiques et puis différents utilisateurs des banques de données, des chercheurs. Pour ce qui est des utilisateurs, ce sont également les chercheurs et les États membres. Pour ce qui est des termes et conditions, c'est l'accès libre pour INSDC et pour GBIF, donc il s'agit de données sur différents êtres vivants et à l'avenir, ils intégreront une base de données génétique et les contributeurs peuvent être différentes parties prenantes, les chercheurs et les membres des réseaux de scientifiques. Les utilisateurs peuvent être tous les publics et tous les utilisateurs ont un accès égal. Il y a tout ce qui est des termes et de conditions. C'est un dispositif à accès libre, en accès libre. Et pour ce qui est du termes et conditions de partage, il y a des licences et il y a 3 choix qui sont proposés. Pour ce qui est de la base de données de l'OMS, il s'agit donc des données sur les séquences génétiques relatives au virus H5N1. Et les utilisateurs peuvent être les États membres ou les laboratoires autorisés, les centres de recherche. Et pour ce qui est des termes d'accès, c'est donc le domaine public ou accès ou base de données en accès public. Pour ce qui est du partage, les utilisateurs doivent accepter l'accord de transfert de matériel. Alors, pour ce qui est de GSAID, il s'agit donc des séquences génétiques des virus de grippe. Ce qui est des contributeurs, ce sont les leaders dans les domaines de médecine vétérinaire ou médecine humaine, bioinformatique, épidémiologie et propriété intellectuelle. Et les utilisateurs doivent confirmer leur identité et accepter les termes et conditions de la base de données. Si vous voulez partager les informations, vous pouvez que les partager avec les individus ou les institutions qui ont accepté ces conditions. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On m'a posé la question de savoir si ces exposés seront disponibles. La réponse c'est oui. Nous allons les charger sur une plateforme Internet. Il y aura également un rapport qui sera uploadé ainsi que ces présentations, bien sûr après quelques jours parce que nous devons faire une préparation. Voilà, maintenant, nous allons entendre les exposés sur INSDC. Merci, Ahmed. Merci de l'invitation qui m'a été faite et merci à la Norvège et à l'Afrique du Sud d'avoir organisé cet événement. On a déjà expliqué la toile de fond, le contexte, donc je ne ferai pas de présentation, mais je vous donnerai certains liens dans le chat. Je représente la collaboration
international sur le séquençage, information que nous avons pu mettre à disposition de la communauté scientifique. Moi, je m'occupe du centre européen de cette base de données. Il y a aussi un centre au Japon et aux États-Unis. Nous avons choisi un modèle très ouvert où nous n'imposerons aucune restriction à la façon dont on peut trouver et utiliser les données. Et nous offrons un système ouvert à tout le monde qui est aussi facile d'utilisation que nous pouvons le faire. Et ceci à dessein parce que nous pensons que c'est la meilleure approche. C'est celle qui pourra faire en sorte que les données soient utilisées au mieux et que le travail de les mettre en place ne soit pas en vain. Alors, je vais vous donner deux perspectives. D'abord, les consommateurs de données, ceux qui utilisent ces données, qui sont ces données dans la base de données, puis ensuite les fournisseurs. Alors, pour les consommateurs de données, il faut savoir que ceux qui fournissent les données sont pratiquement toujours aussi des consommateurs. C'est difficile de faire un travail scientifique en étant uniquement fournisseur, uniquement consommateur. Alors, je vais passer en revue un certain nombre d'applications scientifiques des données qui sont freinées quand il n'y a pas cette ouverture, quand on a des difficultés à avoir accès aux données, ou il y a des blocages d'une sorte ou d'une autre. Et ce que je vais faire, je vais passer en revue ces applications en ordre de complication. D'abord, la science doit être reproduisable. Pour la rigueur scientifique, on doit pouvoir avoir accès aux données qui sont discutées et interprétées pour qu'on puisse reproduire les résultats. Et c'est essentiel dans le processus scientifique. L'ouverture des données le permet. Ensuite, autre niveau de sophistication, il y a comparaison. C'est très rare, en effet, qu'il y ait une séquence qui entraîne un progrès à elle toute seule, progrès scientifique. En fait, chaque séquence contribue à un jeu de séquences plus important et c'est de là que vient la valeur. Alors, c'est intéressant d'avoir accès à énormément de séquences. On a rarement à utiliser une seule séquence pour répondre à une question. En général, on a besoin de tout un jeu de séquences. Bref, avoir toutes ces séquences disponibles, c'est beaucoup plus intéressant que uniquement un accès individuel. Il faut pouvoir avoir différents types de jeux de données. Si je suis un scientifique qui a découvert une séquence, je voudrais pouvoir mesurer, comparer avec toutes sortes d'autres séquences. Et souvent, ce n'est pas possible à cause du système de licence. Mais s'il y a une ouverture complète, c'est facile. Ensuite, intégration avec d'autres types de séquençage. L'ISN, c'est quand même un type particulier de séquençage et il faudrait pouvoir en tirer un maximum de valeur et ceci, par exemple, en comparant avec d'autres types de données biologiques, métaboliques, etc., etc. Et si vous regardez du côté de la biodiversité, il y aura la répartition des espèces, le changement climatique, la météorologie, bref. Il faut pouvoir comparer les données. Ça, c'est très important pour pouvoir en tirer quelque chose. Et puis, pour terminer, le plus compliqué, c'est le droit de tirer des produits dérivés. Il y a une étude qui a été faite par Rod Natal, et je vous donnerai le lien, une étude de traçabilité faite par la CDB, où on voit que vous avez tout un écosystème à la base pour lesquels on peut trouver dans le modèle ouvert toutes sortes d'autres données et on peut ainsi utiliser des outils d'analyse, pouvoir utiliser d'autres résultats de la recherche qui vous permettent de mettre à contribution des milliers de bases de données qui ont à voir avec ce qui vient de l'ISPC.
Et voilà pourquoi c'est si important d'avoir cette ouverture à l'accès. Alors, les applications sont souvent limitées par les limites à l'accès et souvent même empêchées carrément par des obstacles qui sont mis sur la voie de l'accès aux données. Je vais maintenant passer aux fournisseurs de données, leur perspective. Alors là, il y a trois niveaux de problème. D'abord, combien d'informations est-ce qu'il est raisonnable de partager à propos des séquençages? Il s'agit de métadonnées. Alors, il y a tout ce débat autour de ce qu'on peut révéler par rapport, par exemple, à l'emplacement où on a trouvé un spécimen très rare. Et les coordonnées géographiques, c'est très bien de les donner, mais on peut mettre en péril telle ou telle espèce. Alors, il faut pouvoir masquer certaines métadonnées, mais on peut toujours trouver une solution. Mais enfin, là, c'est une source de problème. Ensuite, autre source de problème du côté des fournisseurs, il s'agit du partage des avantages et ce que la science peut fournir. Par exemple, des variétés de cultures, des médicaments, des enzymes dans certains processus industriels. Bref, c'est particulièrement inquiétant au niveau des pays ou des groupes de pays et il y a un accès limité à certaines de ces données. Alors, un système de base de données, c'est très important pour pouvoir tirer des avantages des recherches scientifiques. Avoir un système qui n'est pas ouvert du tout aurait empêché beaucoup de résultats d'avoir été obtenus. Mais la base de données elle-même ne peut pas résoudre ces problèmes à caractère géopolitique. Et là, c'est une question, par exemple, la vaccination contre la COVID, le problème n'est pas vraiment qu'il n'y a pas de contrôle sur les données, c'est parce que, au point de vue politique, le monde est organisé différemment. Alors, les bases de données ne peuvent pas résoudre ce genre de problème géopolitique. Autre difficulté, les scientifiques, à titre individuel, ou les institutions, ou même les pays, les scientifiques, pour faire avancer leur carrière, doivent être reconnus pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réalisé. Et c'est là qu'il y a un petit problème et pour ça, on parle d'attribution dans le cadre de certaines licences. Alors pour nous, on doit pouvoir aider les scientifiques à être reconnus. On offre aussi des façons de présenter les données pour qu'on puisse citer les auteurs. On peut aider aussi à la traçabilité pour voir combien de fois leurs données ont été téléchargées ou autres. Alors, l'objectif, là, c'est d'aider les scientifiques à comprendre cette notion d'attribution et à pouvoir que les scientifiques puissent montrer les progrès qu'ils ont faits. Mais ça n'est pas quelque chose qui devrait être obligatoire, qu'on doit toujours attribuer, parce que ça n'est pas forcément toujours possible. Et je crois que ce qu'a dit Anna est particulièrement encourageant. Sa présentation sur l'ouverture de la science, l'accès aux avantages, mais aussi aux processus scientifiques eux-mêmes. Je crois qu'on a beaucoup à tirer, à faire en sorte que l'amalgamation des données, la gestion des données devrait être une activité beaucoup plus au niveau mondial. Et nous serions particulièrement intéressés par cette possibilité. Et peut-être je pourrai en parler plus longuement par la suite, mais c'est quelque chose auquel nous pourrions contribuer. Et les termes et conditions telles qu'elles existent sont particulièrement utiles et nous n'avons pas l'intention de les changer pour l'instant. Voilà ce que je peux vous dire pour le compte de l'INSDC. Merci beaucoup de cet aperçu général de ce que fait l'INSDC. Et bien sûr, il y a moyen de télécharger dans les deux sens ces données dans votre système
c'est bon à savoir. Et quand on parlera de l'APA dans l'utilisation de l'ISN, on en reparlera. Comment avoir accès à ces données et comment les insérer dans le système. Ou d'autres systèmes à l'avenir qui pourraient être négociés. Et je voudrais maintenant donner la parole à Tim, qui va nous parler du système GBIF. Merci beaucoup. Merci Hartmut. Je suis très heureux de prendre part à ce webinaire très intéressant. Je vais partager mon écran à l'instant. Alors, je suis directeur adjoint du Système mondial d'information sur la biodiversité, le GBIF. Alors, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais revenir peut-être sur les termes et conditions que le GBIF utilise à l'heure actuelle en tant que système. Avant cela, je voudrais très vite vous donner une idée de ce que nous faisons, ce que nous sommes. Ce que nous faisons, nous sommes un réseau intergouvernemental qui existe depuis 20 ans. Et comme vous pouvez le voir à droite, ouvert, libre et gratuit aux données sur la biodiversité. C'est le principe sur lequel nous organisons nos activités. Vous pouvez voir ici une idée de ce que nous faisons grâce à toutes ces photos. Nous avons un volume considérable de données que nous traitons. 1,9 milliard de données qui sont accessibles gratuitement et librement, qui forment 62 000 jeux de données utilisés ou publiés par 1700 institutions de par le monde. Et vous pouvez voir que nous pouvons, dans une très grande mesure, suivre l'utilisation de ces données grâce aux citations dans la littérature scientifique. Et j'en reparlerai parce que c'est très important pour pouvoir montrer la valeur de ce que nous faisons. Alors, ce que nous faisons comme activité principale du point de vue technique et du point de vue humain, si je puis dire, bien nous permettons à des données qui viennent de sources très diverses d'être regroupées dans une base de connaissances unique. Alors, ce que nous faisons et surtout le genre de données dont nous nous occupons se voit très bien sur la carte des sources de ces données. Ça peut être des sources comme des musées d'histoire naturelle, des observations, des études, la littérature, les observations automatisées. Et puis, de plus en plus, nous avons une interface avec des institutions comme l'IPBEF. Nous ne sommes pas un dépositaire de ces informations de séquençage, mais de plus en plus, les informations à propos de ces séquençages permettent, par exemple, de voir la répartition des espèces sur le globe. Alors, nous pouvons ainsi compléter ce que font d'autres institutions qui s'intéressent à la biodiversité. Pour pouvoir gérer un tel système, il est très important d'avoir des conditions de base pour structurer l'accès ouvert, la façon dont les données sont partagées et comment elles peuvent être utilisées. Alors, nous avons une page sur les conditions d'utilisation et il y a deux accords principaux qui sont un accord sur les utilisateurs des données et l'autre sur les éditeurs de ces données, ceux qui les publient. Alors, ceux qui publient les données d'un côté et ceux qui les utilisent.
2 accords qui les concernent. Et comme on l'a dit, depuis ces dernières années, nous avons mis en place un système qui permet à toutes les données sur l'occurrence des espèces qui peuvent être utilisées grâce à un système commun qui comporte 3 possibilités, un accès complètement ouvert, un accès avec attribution ou un accès avec des conditions, mais toujours pour l'utilisation non commerciale. Avant, on avait une situation de chaos, en fait, où parmi ces milliers et milliers de jeux de données, il y avait des conditions très différentes. Alors, pour un utilisateur qui, en général, va utiliser des milliers de jeux de données, comment s'y retrouver dans les conditions d'utilisation. Et voilà pourquoi on a mis en place, après des consultations avec toutes les personnes concernées, ce système de conditions. L'accord pour les utilisateurs des données, en gros, c'est surtout pour encourager par l'application de normes scientifiques et professionnelles, des pratiques d'attribution et aussi de citation des données généralement acceptées. Il faut en effet que le coût financier et en ressources humaines de la production des données soit reconnu. D'où cette nécessité d'attribution. Et puis, pour pouvoir faciliter l'application de ces bonnes pratiques, le GBIF concerne beaucoup de ressources et de temps à fournir les moyens efficaces d'attribuer les données correctement dans le cadre de l'utilisation de ces données. Alors, si on voit les applications des différents types de licences, vous pouvez voir à gauche des statistiques. Nous avons notre moteur de recherche. Vous avez toutes sortes de filtres que vous pouvez utiliser. Et pour les occurrences, par exemple, on peut regarder tout ce qui a été téléchargé avec ces différents filtres, les 3 catégories de licences. Et vous pouvez voir aussi avec le graphique au milieu que la majorité du total est partagée avec la licence BY. Et ensuite, il y a l'accord sans condition et l'accord avec utilisation non commerciale qui viennent derrière, loin derrière. Donc, on peut utiliser ces filtres pour voir où se situe, comment est utilisé tel ou tel type de jeu de données. Alors, les citations, c'est très important dans ce que nous essayons de faire avec ces termes et conditions parce que c'est essentiel, à notre avis, d'avoir ces bonnes pratiques en place. Si nous voulons avoir des données en accès libre et gratuit. Ce matin, par exemple, j'ai fait une recherche très simple pour certains gènes concernant des oiseaux dans les tropiques, une espèce d'oiseau dans les tropiques. Alors, il faut, pour commencer, s'inscrire pour pouvoir avoir accès en donnant des informations de base, votre nom, votre pays, affiliation, votre institution, etc. Mais vous pouvez aussi obtenir toutes ces informations directement à partir du cybersite sans inscription. Alors là, j'ai demandé de télécharger et quand vous donnez les informations, vous commencez par avoir un petit menu qui vous donne le détail de la citation qu'on devrait faire. Ici, on dit c'est gratuit au point de vue du coût, mais pas au point de vue des responsabilités. Et ce que j'ai commandé ce matin, il y a les conditions qui sont particulièrement clairement expliquées. Quand je clique sur le lien tout en bas qui explique les conditions, voilà ce qu'on voit. Et là, on peut voir en bas, j'ai utilisé le nom scientifique de l'espèce
Ça peut être toutes sortes de types de données taxonomiques, etc. Elles apparaîtront là pour qu'on puisse savoir exactement ce que l'utilisateur a fait comme recherche. Et à droite, vous pouvez voir la première partie du rapport qui est extrait automatiquement pour montrer les différents jeux de données qui correspondent à cette recherche. Et là encore, filtré par rapport à une espèce d'oiseau. Vous pouvez voir naturaliste qui a été la source principale et ensuite toutes sortes d'autres sources qui ont contribué aussi aux données que j'ai reçues à propos de cet oiseau. Alors, comme ça, pour les fournisseurs de données, ils sauront que leurs données a été utilisée dans le cadre de cette recherche particulière. Comme ça, tout le monde est au courant, mais évidemment, il faut que les utilisateurs suivent les recommandations sur les citations. Alors ici, je vous montre d'autres services qui sont possibles du fait des conditions que nous imposons. Alors, récemment, on a démarré une initiative qui consiste à montrer les données exportées par le JBIF. Ici, je vous donne un exemple. Nous figurons dans ce Planetary Computer, qui est une application de Microsoft et qui est partagée par GBIF et tous les utilisateurs qui cherchent quelque chose par ce cloud de Microsoft, ils peuvent savoir que ça vient de GBIF et toujours dans le cadre d'une utilisation non commerciale. Et nous avons un arrangement aussi avec Amazon. Donc, petit à petit, ces données seront disponibles sous différents formats, sous différentes plateformes qui leur permettront une utilisation éventuellement plus facile, mais sans pour autant réduire les exigences de citation, par exemple, ou d'attribution. Merci, je vais m'arrêter là, mais bien sûr, je suis prêt à répondre à toutes les questions éventuelles. Merci beaucoup, Tim, de cette présentation brève. Comme je l'ai dit, il s'agit de données sur la biodiversité dont nous parlons ici, mais c'est important aussi d'avoir d'autres types de bases de données également de mentionner. Nous accusons en léger retard. Maintenant, je voudrais introduire les panélistes et le panel sera animé par Timothy Hodges. Nous espérons que nous pourrons bien gérer le temps. Tim, vous avez la parole pour poser ces questions aux différents panélistes. Merci beaucoup. Je voudrais inviter tous les panélistes à allumer leur caméra pour que nous puissions vous voir. Donc, nous avons moins de 30 minutes pour cet exercice. Nous avons beaucoup de questions, mais cette session a été vraiment très utile. Je vais poser un certain nombre de questions aux panélistes et chacun aura 5 minutes au maximum. Malheureusement, je vais devoir vous interrompre si vous allez au-delà de 5 minutes parce que nous devons respecter le principe d'accès équitable et juste. Alors, cette première partie porte sur le pourquoi. Vous avez bien expliqué le quoi. Maintenant, nous allons nous focaliser sur le pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les
missions ou les objectifs de politique de vos initiatives et également nous parler des intérêts des différentes parties prenantes ainsi que les implications financières ainsi que le respect des termes et conditions. On a parlé de la conformité et comment, et vous allez nous parler de comment cette conformité est suivie et surveillée. Et puis, la contribution à la clarté et la certitude juridique pour les utilisateurs et les contributeurs. Voilà, nous allons démarrer. L'objectif de politique de notre structure INSTC, c'est de donner aussi d'opportunités à mettre à disposition les séquences génétiques et tous les avantages qui peuvent en découler pour les communautés et pour tous les utilisateurs potentiels. Pour ce qui est du coût, je ne sais pas si vous voulez parler du coût d'exploitation ou bien le coût des transactions dans ce système. Je parle notamment ici des coûts de transaction. Mais plus important, tout ce qui concerne le coût. Le coût opérationnel, donc nous avons 3 centres différents de collaboration, mais le coût est autour de plusieurs millions par an, donc plusieurs dizaines de millions de dollars sur les 40 ans depuis 81. Je crois que c'est un investissement assez important. Nous avons bâti le système et la construction du système a coûté, représente un coût très élevé. Une seule copie représente plusieurs pétaoctets de données. Et il y a également l'investissement dans le matériel et le logiciel. Donc, le coût est très élevé. Il y a également le coût de soutien au système et aux utilisateurs. Pour ce qui est du coût, les gens envoient leurs données gratuitement et s'ils veulent recevoir les données, ils peuvent également les recevoir gratuitement. Donc, pour l'utilisateur, c'est gratuit. Nous avons nos termes et discussions dans le cadre de l'ouverture. Et il n'y a pas grand-chose que nous vérifions parce que les gens tout le monde a droit de soumettre leurs données et parce que le système est ouvert et tout le monde peut l'utiliser. Pour ce qui est de la certitude juridique, bien sûr, le seul risque peut être que quand vous soumettez vos données, vous les exposez au monde entier. Voici votre micro. Je crois que cela ne s'applique pas à nous parce que nous n'avons pas de base de données de séquençage. En considérant le point qui a été soulevé plus tôt, disons que le GBF ne travaille pas sur l'ISN, mais qu'il y a des métadonnées qui permettent une bonne distribution de données de biodiversité.
Le principe de GBIF et sa justification est de fournir des conditions d'accès libre aux quantités énormes de données qui sont rassemblées dans différents formats et les intégrer, les rendre consultables en tenant compte, bien sûr, en répondant aux besoins de la société. Donc, l'objectif est de mettre en place un mécanisme pour l'accès à ces données. Alors, qu'est-ce que ça coûte pour mettre à disposition ces données? Nous existons depuis 20 ans et le budget des activités de notre organisation est fourni par les gouvernements qui participent à cette initiative selon une formule établie. Et nous avons donc un budget d'entre 3 et 4 millions de dollars par an qui couvre les frais de fonctionnement, notamment pour le secrétariat à Copenhague, et qui couvre également les frais d'opérationnalisation des infrastructures et la mise à disposition des données et également la coordination du réseau mondial de fournisseurs de données. Cela représente beaucoup également d'activités, d'investissements, de renforcement de capacités à travers le monde pour encourager la participation et les avantages qui en découlent. Il y a des fonds supplémentaires qui sont apportés à travers par l'Union européenne et le Japon pour financer différents projets à travers le monde. Mais pour que cette machine puisse fonctionner, il faut une bonne coordination et il est important que cet investissement soit mise à contribution pour la mise à disposition des données et des autres activités pour les différentes audiences. Donc, la coordination de l'infrastructure mondiale représente une faible partie de l'activité. Ce qui est des conditions que j'ai décrites, l'objectif est d'assurer la clarté et la certitude pour pouvoir bien comprendre comment ces données doivent être utilisées et pour que les utilisateurs comprennent les responsabilités qui sont derrière, notamment en termes de citation et d'attribution. Certaines parties de données tout ce qui est de partage de données, nous prenons en compte les bonnes pratiques, surtout sur les données sensibles sur les espèces en voie de disparition, pour ne pas identifier l'endroit exact où sont ces espèces pour les protéger. Et il y a donc un mécanisme qui permet de partager les données, mais sans pouvoir identifier certains éléments associés aux données. Pendant votre présentation, vous avez évoqué différents aspects qui, dans le cadre du projet de recommandation de l'UNESCO,
Et quelqu'un a demandé comment est-ce que les États membres envisagent la mise en œuvre des valeurs et des principes. Et vous pouvez peut-être également parler du processus en termes de mise en œuvre des obligations des différents acteurs. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Et puis, si vous avez d'expérience sur d'autres recommandations et déclarations, peut-être vous pouvez y faire référence. Effectivement, pendant la présentation, j'ai fourni beaucoup d'informations. Pour revenir à votre question concernant la façon dont les États membres prennent les valeurs et les principes, les consultations que nous avons menées ont montré que les valeurs et les principes que nous avons mis en exergue sont ceux que les États membres veulent promouvoir. Il est également intéressant de voir que les États membres et les autres acteurs, qui sont les différentes communautés, qui sont regroupés autour de cette notion. Donc, il y a un niveau élevé de compréhension autour de ces principes et valeurs, que ce soit du point de vue des États membres et d'autres parties prenantes. Donc, il y a un accord autour de ces valeurs fondamentales et cela permettra, nous espérons, pouvoir faire avancer la mise en œuvre dans la bonne direction en gardant à l'esprit ce cadre et les valeurs fondamentales et les principes directeurs. Ce qui est de la mise en œuvre, il y a toujours un défi par rapport à la mise en œuvre pour un instrument non contraignant. Pour le moment, il y a un intérêt très élevé de la part des États qui a été manifesté par les États membres de profiter des avantages de la science ouverte. Mais pour le moment, il y a un accent sur le partage des résultats de la science, considérer la science comme un bien commun. Donc, il y a beaucoup d'intérêt manifesté par les États membres à mettre en œuvre les dispositions de cette recommandation. Il y a beaucoup d'informations à partager, d'intérêt à partager les meilleures pratiques également. Et nous espérons que la plateforme ou cadre de suivi que nous allons mettre en place permettra aux États membres de comparer des informations, de comparer des expériences. Le suivi, ce dispositif suivi permettra à encourager les États à mettre en œuvre cette recommandation ainsi qu'un partage des leçons des bonnes pratiques. Bien sûr, il y a une implication financière comme pour toute autre mise en œuvre, mais les États membres mettent en place des comités multi-acteurs pour la mise en œuvre de la recommandation et établissent également des feuilles de route pour la science ouverte et voir quelles seront également les implications financières. Est-ce qu'ils vont gagner en mettant en application la science ouverte? Donc, bien sûr, il y aura un investissement initial pour assurer cette ouverture, mais qui va avoir des bénéfices financiers également. Voilà donc ce qui est du débat autour de cet aspect de mise en œuvre. Paul, est-ce que vous voulez également intervenir? Oui, très brièvement. En fait, je voudrais demander à Tim une question. Ce qui m'a fasciné par rapport au système GBEF, c'est que vous êtes passé d'une situation où vous aviez à peu près 700 licences à
à adopter ces 3 options. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du processus de consultation qui a eu lieu et quelles étaient les préoccupations soulevées par les différents utilisateurs et fournisseurs de données? Merci, Paul. Effectivement, au sein de notre communauté, nous avons organisé des consultations à travers nos réseaux, notamment les réseaux nationaux. Et en prenant en compte les préoccupations des différents fournisseurs de données également. Au début, il y avait un souci que cela pourrait influencer un grand partage de données volumineuses parce que les gens pensaient que avant 2016, on croyait qu'il y avait des conditions allaient imposer certaines restrictions. Mais vous imaginez, par exemple, si un projet de recherche devait traiter des millions de séries de données et que cela pourrait être difficile à réaliser. Mais on a dû expliquer la justification de ces différents types de licences. Cela a été expliqué dans différents forums. Et au final, il y a eu certains retraits de données, mais très peu de données ont été retirées de la plateforme. Peut-être au début, 2 à 3% de données qu'on n'avait pas pu continuer à partager. Mais après cela, nous avons assisté à une augmentation des volumes de données. Nous avons également vu que ceux qui hésitaient au début à cause de ces nouvelles conditions se sont rendus compte que tout marchait bien et ont continué à partager leurs données. C'est vrai, au début, il y avait des préoccupations quant à la perte de contrôle des données, mais dans le même temps, on travaillait sur un mécanisme de citation que j'ai évoqué dans ma présentation, qui a permis à rassurer les fournisseurs de données qui avaient des doutes en leur disant que nous allons mettre en place des outils qui pourront assurer un meilleur système de citation et d'attribution. Je crois que cela a été un élément très important qui a pu écarter toutes les préoccupations initiales quant au partage de données. Merci beaucoup pour ces réponses. Nous avons des contraintes de temps. Notre objectif était d'aborder également la question de suivi et de traçabilité. Vous l'avez évoqué, mais nous n'allons pas entrer dans les détails, mais je tiens tout simplement à remercier tous les panélistes pour vos excellentes présentations et également pour les questions que vous avez fournies. Merci beaucoup encore une fois. Je remets la parole à Hartmut. Merci beaucoup. Je remercie à tous les
participants pour l'intérêt porté pour cette thématique. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour aborder la question concernant le suivi et la traçabilité, qui est également une question importante. Mais je crois qu'on aura encore d'autres opportunités pour discuter de ces questions. Et je vais maintenant clôturer cette session avec quelques informations que je voudrais partager. Alors, nous proposons un webinaire de suivi le 10 novembre, la même heure, la même plateforme. Ce serait utile d'aborder le sujet de suivi de traçabilité. Et au cours de ce web, nous allons également vous demander à répondre à quelques questions. Et est-ce qu'on devrait... L'objectif sera de permettre une interaction, des échanges avec les participants pour entendre leur position et leur point de vue par rapport à ces questions. Alors, on voudrait vous demander si vous voudrez participer à ce prochain webinaire et cela nous permettra de prendre une décision si nous allons organiser notre session sous le même format. Quand vous allez fermer votre Zoom, vous aurez une page d'évaluation pour pouvoir évaluer la qualité de ce webinaire. Donc, ce sera une évaluation très courte. Voilà, l'enquête est en cours. Voudriez-vous participer à une session virtuelle de 90 minutes sur l'accès et les termes et conditions, suivi et traçabilité? Voilà, donc je crois que la majorité sont pour cette session. Nous allons vous envoyer toutes les informations. Nous vous en remercions. Nous comptons également organiser d'autres webinaires sur l'ISN et sur d'autres sujets qui ont été évoqués par nos collègues. Au nom de tous les panélistes et au nom de l'équipe qui a contribué à la préparation de ce webinaire, je tiens à vous remercier. Nous vous remercions pour votre participation active, surtout au niveau du chat. Et nous espérons, nous allons répondre à ces questions pendant le deuxième webinaire. Et nous allons voir si certains sujets qui ont été évoqués dans le chat pourront être abordés. Donc, bonsoir ou bonjour. Nous nous reverrons très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.